Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Barack Obama disait: La position dans laquelle vous vous trouvez actuellement ne détermine pas là où vous finirez. Tony Diaz aurait pu dire ça également, ce Guadeloupéen dont le sourire des îles ne le quitte jamais et qui a été élevé avec la richesse du 9-3, richesse culturelle et sociale. Ce mec a écrit la musique de campagne électorale de Barack Obama. Tony, c'est un homme du monde. Dans cette conversation, nous parlerons d'éducation, de travail, de rêve et de foi en nos capacités. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche-à-tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer et de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Tony. Salut Tia. Ça va? Ça va très bien. Merci du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation pour cette petite discussion. Je suis vraiment très honorée. Ah mais avec grand plaisir. Depuis le moment que je te vois sur les réseaux, je me dis que là, c'est super pour moi d'être là. Cool. On va commencer par une question toute simple, mais c'est la question signature. Tu es plutôt thé ou café? Je suis plutôt café. Très bien, très bien. Moi, j'ai d'ailleurs ma tasse avec moi, tu vois, donc très bien. Yes. Ce serait une pause café. Alors, on va remonter un petit peu le temps, du moins remonter. Tu passes tes premières années de vie en Guadeloupe, petite île française, magnifique. Est-ce que ton île a eu un impact sur l'homme que tu es aujourd'hui? Si oui, lesquels? Parce que, en fait, tu vois, je te pose cette question parce que selon moi, l'endroit d'où l'on vient, même si on n'est pas resté longtemps, nous marque d'une certaine façon. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Oui, absolument. Moi, ça a laissé des traces, je dirais même indélébiles Ouais. dans ma C'est quoi façon ta d'être créolité aujourd'hui. aujourd'hui? Ma créolité, en fait, elle est simple. J'amène ma culture dans tout ce que je fais. Par exemple, dans mon travail aujourd'hui, j'essaie toujours d'avoir un côté presque famille avec les gens avec qui je travaille ou les gens que j'accompagne. Euh, J'essaye toujours d'être bienveillant. J'essaye toujours, même dans les petites attentions, de ramener ma créativité. Je vais te donner un exemple. Je vais Ouais. hyper clair donner un exemple. L'autre jour, j'ai un ami à moi qui veut acheter des fleurs pour sa mère. Et du coup, on va dans le magasin, on achète les fleurs, et il me dit, qu'est-ce que tu penses de ça, ça, ça? Je lui dis, mais il n'y a rien qui va là dans les fleurs que tu vas acheter. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, bah, parce que moi, dans ma culture, quand on achète des fleurs coupées, c'est pour les morts. On offre aux gens des fleurs en pot. Chez moi, dans les Ouais. jardins, on trouve des arbres fruitiers. Oui, c'est vrai. C'est même dans la culture antillaise, voire même la culture africaine d'une manière plus générale, il y a que des arbres fruitiers. Il y a pas, c'est bizarre à dire comme ça, mais il n'y a pas d'arbre qui ne sert à rien. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai, c'est vrai. Et donc, du coup, dans tout ce que je fais, même dans mes proches, j'essaie toujours de ramener un peu ma culture. C'est génial, j'adore ça. Ce qui est très intéressant aussi, quand on regarde ton parcours, c'est que sur le papier, là, on est toujours dans le avant. Sur Mhm. le papier, normalement, si on regarde tes bulletins scolaires, tu n'aurais pas dû vivre cette vie que tu as vécue. On va rentrer dans les détails après, justement, de cette Ouais. vie incroyable. Tu étais très mauvais à l'école, on peut dire ça? Ah oui, le meilleur des mauvais. D'accord. Tu étais très mauvais à l'école, mais pas parce que tu n'étais pas intelligent, bien au contraire, mais parce que l'école n'était pas adaptée à ton savoir. S'il y a Exactement. aujourd'hui, s'il y a des parents qui nous écoutent, euh, comment déceler un enfant HPI comme toi? Alors, on dit HPI, on dit au potentiel, on vulgarise surdoué. Les enfants qui... Et alors, il faut savoir que beaucoup d'enfants sont surdoués et peuvent être très bons aussi à l'école ou très mauvais à l'école. Et en fait, généralement, il y a beaucoup même d'enfants surdoués. Et parfois, on pense que le mec surdoué, c'est Einstein, Ouais. c'est l'enfant qui sait lire à 2 ans. Moi, j'ai lu très mal jusqu'à très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal avec peu de mots dans mon vocabulaire puis jusqu'à très longtemps. Donc, on a une image du surdoué qui n'est pas réelle. Et donc, en fait, quand on sait comment les détecter, on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus.
L'idée d'un enfant surdoué, s'il y a des parents qui écoutent, c'est très simple. Faites-lui faire ce qu'il aime faire. Et si vous voyez qu'il surpasse des gens qui font ça depuis des années, c'est qu'il est très bon. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, je suis capable de te nommer n'importe quelle race de chien qui existe. Tu me montres un chien, je te dis quelle est sa race. Je pense que je connais à peu près, je pense à un peu moins de 300 races de chiens par cœur. Et je peux te donner leur caractère, le temps auquel ils vivent, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'origine. Et pourquoi? Parce que je suis un passionné des animaux. Et en fait, j'ai appris ça petit, juste en tournant des pages et en lisant un truc qui me plaisait. Donc, si jamais les gens ont des enfants comme ça, parce que c'est très compliqué à trouver, parce qu'en généralement, on pense que ce sont des élèves un peu bêtes, qui ne comprennent pas vite et tout ça, mais en fait, c'est juste que il faut trouver une manière de les intéresser, ça c'est le premier truc. Et généralement, cette manière, elle passe par le jeu. C'est vraiment comme ça. Et si vous voyez que par le jeu, il comprend, eh ben c'est super. Au Canada, tu sais, ils ont les écoles Montessori qui sont très adaptées aux surdoués. C'est super. Et je pense que même c'est adapté pour tout type de personnes. Apprendre par le jeu est essentiel. Je vais donner encore un exemple. J'adore donner des exemples. Vas-y. Tu vois, les lions, lorsqu'ils sont bébés, ils se mettent à jouer entre eux. En fait, il faut savoir que le mammifère a une capacité d'apprentissage supérieure lorsqu'il joue. Et il coule lorsqu'il ne joue pas. Exemple, le lion, le petit lionceau, lorsqu'il joue avec ses frères et sœurs, il joue à la guerre, il joue à s'attraper, il joue à se surprendre, il joue à le retourner. Voilà. Et tous ceux qui vont énormément jouer auront une vie sociale en tant que lion parfaite. Et en plus de ça, ce seront des bons chasseurs. Alors que des fois, on a trouvé aussi qu'il y avait des petits lionceaux qui étaient un peu dans leur coin, qui n'aimaient pas trop chasser, pas trop jouer. Généralement, ce sont des lions qui meurent de faim parce que le jour où il faut chasser, ils ne savent pas faire parce qu'ils ne sont jamais entraînés. Et donc cette expérience-là a notamment montré dans la vraie vie que le mammifère apprend parfaitement par le jeu. Et donc le surdoué, c'est comme ça qu'il faut l'intéresser. D'accord. Comment tu as vécu cette période enfant et adolescent? Tu sais, avoir l'impression que t'es pas à ta place, que ce qui se passe à l'école, c'est pas pour toi et en même temps de ne pas pouvoir faire autre chose. Tu l'as vécu comment? Très mal, parce que généralement, quand on a ce type d'intellect, on est souvent des gens très sensibles, presque à fleur de peau, qui prend tout presque personnellement. Donc c'est très compliqué parce que je te donne un autre exemple. Je suis sorti, je pense que ma première petite copine, je l'ai eue à 23 ans. Ok. Très tard. Tu vois, avant ça, mes copains avec des petits copains, mais moi très tard. Pourquoi? Parce que j'avais du mal à parler à quelqu'un que je connaissais pas, j'avais du mal à lui dire mes sentiments, j'avais peur d'être rejeté parce qu'en fait, quand tu as passé ton enfance à ce qu'on te dise oui, t'es mauvais, oui, ce que tu fais, c'est pas bien, tu comprends rien quand on te parle, patati patata, du coup, tu as beaucoup de mal ensuite à parler aux autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une timidité maladive. Je ne le montre pas, je ne le montre pas, mais je te jure que c'est compliqué. Ah, mais c'est une horreur. Tu me mets en soirée avec quelqu'un, tu me dis, allez, viens, on fait une soirée tous ensemble, j'invite des amis. Le premier truc que je vais te demander, c'est est-ce qu'il y a des gens que je connais à part toi? C'est vrai, ok. Et si tu me dis, il n'y a que toi, je risque de ne pas venir. Et si tu me dis, non, mais viens quand même, je vais venir. Première chose que je vais faire, je vais essayer de fuir et pas rester. Et si jamais tu bloques la porte, je vais rester comme ça avec mon verre et je vais parler à personne. Tant qu'on ne me parle pas, je ne dirai rien parce que je serai tétanisé. Et ça, c'est encore un autre trait de personnalité de quand on est un peu comme ça, quoi. Donc, c'est compliqué. J'imagine. Comment tes parents ont vécu justement ton enfance, ton adolescence? Pour eux, ils avaient déjà cette notion d'enfant surdoué ou pas du tout? Pas du tout. Ils l'ont su. Ils le savent presque même pas aujourd'hui, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, non, parce que même moi, je l'ai appris très tard. Je l'ai appris, j'avais déjà la trentaine. Tu l'as appris comment? Je l'ai appris en faisant des tests. Ok. En faisant des tests. Et je me suis rendu compte que en faisant ces tests, je réfléchissais plus vite que tout le monde. J'avais une logique plus implacable d'une certaine manière. Quand je faisais ma prise de décision, en fait, c'est venu pourquoi? Je me suis associé sur une boîte que j'avais et je me suis associé avec un gars. Et en fait, j'étais toujours déçu que ce gars-là ne réfléchisse pas aussi vite que moi, il ne voit pas le problème plus vite que moi. Je me dis, mec, et j'avais toujours l'impression de le tirer. Et je me dis, mais attends, le mec a fait bac plus 5, voire plus. Moi, j'ai un bac plus 2, je suis allé 2 heures en licence. Je comprends pas comment je peux réfléchir plus vite qu'un gars comme ça qui a fait ces études-là. Et en fait, on a un troisième associé qui est arrivé, qui était une avocate spécialisée dans tout un tas de trucs psychologiques et qui elle m'a dit, Tony, t'as une manière de penser qui est très particulière. En gros, tu vois des trucs avant que ça n'arrive.
Ok. Je lis pas dans le futur, mais je me dis, ok, si ça se passe comme ça se passe comme ça va arriver. En fait, Ah oui. je me fais 4000 scénarios en 3 secondes dans ma tête et je vois tout de suite la décision qu'il faut prendre. Et là, je me suis rendu compte que pour le coup, je réfléchissais plus vite. Elle me l'a fait remarquer. Elle m'a fait faire des tests parce que c'est ce qu'elle faisait. Elle m'a fait lire un livre qui est trop intelligent pour être heureux. Et là, elle m'a dit, tu vas comprendre qui tu es. Ok. Et Non, voilà, mais c'est comme ça que c'est c'est fait. intéressant parce que on arrive aussi avec ton parcours à voir que c'est pas une fatalité, quoi. Ok, Non. c'est compliqué, il faut le déceler parce que sinon ça deviendra grave. Mais une Mm. fois que c'est fait, bah, on a des petits génies comme toi. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est Oui. génial. Alors, on continue dans ton évolution. Je pense qu'on a dans la vie deux choix. Alors, soit croire à la fatalité et subir sa vie, ou se dire que rien n'est figé et on décide de ce que l'on veut vivre. J'ai l'impression que toi, tu fais partie de la deuxième voie, tu vois, ces gens Ah qui se oui. disent, il n'y a pas de fatalité. Tu vois, tu viens d'une petite île, tu as grandi dans le 9-3, comme moi. Le 9-3, on Ouais. est d'accord que T'as c'est pas grandi où l'endroit. dans le 9-3? À Stein, pas très loin de chez toi. Non, Ouais, ouais, mais ouais. j'ai vécu à Stein. C'est vrai? Mais t'étais Oh, où à Stein? Quartier de euh, l'Avenir. alors le quartier, je me rappelle plus du quartier. Je sais que Euh, c'était pas très loin du Carrefour. Tu sais, le podcast qui Toi, devient t'étais au conversation. Globe. T'étais au Globe. T'habitais au Oui, au Globe, Globe, donc. c'est ça, c'est ça. Oh non, mais c'est énorme. Non, mais moi, j'ai vécu quartier de l'Avenir, terminus 255, et toi, t'habitais au Globe, près de Au Carrefour. Globe, Et c'est on ça, était à 1 kilomètre à vol d'oiseau. Énorme, excellent. c'est ça. Et tu vois, c'est pas l'endroit qui fait rêver, ne serait-ce que Non. pour les évolutions de carrière ou tout ça. Et toi, tu fais partie de ces gens qui ont dit non, c'est pas une fatalité, c'est pas grave. Comment on fait pour aller au-delà? Tu vois, quand la masse te met dans une case, comment on arrive à se dire, OK, tout le monde me dit que normalement, moi, je dois aller là, bah non, je vais faire différemment. Tu sais, t'es tout seul Hmm. face aux autres. Comment tu fais? Ouais. En fait, franchement, c'est hyper simple. Et j'ai réussi à faire ça grâce au fait qu'on m'ait fait comprendre que j'étais bête, que je n'étais pas intelligent, que je ne comprenais rien. Et en fait, si tu veux, le fait qu'on m'ait rabâché ça, je te jure, des profs qui me rabâchaient ça, je vais te donner un exemple. Conseil de classe, après on fait les rencontres parents-élèves, je vais voir avec mon prof de français, ma mère et moi, nous allons voir mon prof de français, on essaie de comprendre pourquoi j'ai 6 sur 20 alors que ça va, quoi, normalement. Et mon prof de français dit à ma mère, mais je pense que votre fils joue beaucoup trop aux jeux vidéo. J'avais pas de console, hein. Ok. Et ma mère lui dit non, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de console à la maison. Et lui, il dit si, je pense. Excellent. Elle vient de te dire non, toi, tu dis si, je pense. Et en fait, les gens étaient tellement persuadés que j'étais, mes profs et d'autres, ils étaient persuadés, ils m'ont persuadé que j'étais vraiment mauvais. Et donc, du coup, si tu veux, ça a créé quelque chose d'extraordinaire, c'est que je me suis isolé. Ok. Ce qui m'a créé aussi cette timidité que j'ai encore aujourd'hui, mais je me suis isolé de manière très forte, dans ma tête, c'est devenu un blocus et plus rien ne rentrait. Plus rien ne sortait de mes émotions ni de mes envies, mais plus rien ne rentrait du monde extérieur. Donc, je n'ai jamais été atteint par la suite par ce qu'on pouvait dire de moi. Et en fait, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que je n'ai jamais dans mon psychique, il n'y a pas ce n'est pas possible, faut pas faire ci, ce n'est pas dans les bons codes de faire ça, ce n'est pas bien dans la bienséance de se lever, de partir d'une table parce que tu n'es pas content de ce que les gens disent. Tu l'as Euh, travaillé ou ça a toujours été comme ça chez toi? mais en fait, c'est naturel parce que je me suis bloqué du monde. Donc, je n'ai pas les codes du monde. Ok. Et du coup, je n'ai pas aussi le truc il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais totalement inconscient. Donc, ce qui fait que ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est parce que j'étais inconscient du fait que normalement, c'est pas faisable. Ok. Mais il y a une petite phrase que j'aime bien qui est tout le monde a dit que c'était impossible, est venu l'idiot qui n'avait pas écouté les autres et lui l'a fait. Ouais. Eh ben, je suis cet idiot qui n'a écouté personne parce que je me suis mis dans mon blocus. Et du coup, un jour, je suis en train de faire mes études. J'en ai marre. Je suis allé au Canada il y a quelques années avec ma grand-mère et je me dis, ben, je vais y retourner. Et j'arrête mes études, je prends ma guitare, je bosse 2 mois pour avoir un peu d'argent et je pars au Canada sans connaître personne, sans même savoir où aller dormir. C'est C'est dingue. inconscient de faire ça. C'est Bien sûr. totalement inconscient. Normalement, on prépare un voyage, on contacte des gens, on prend des infos. Non, moi, je suis et je suis parti. Et en fait, c'est cette inconscience qui a fait que j'ai réussi à faire tout ça en vrai. Ok. Faut être inconscient
pour réussir, je pense, parfois. On va rebondir justement sur cette partie de ta vie où tu vas au Canada. Tu y vas après tes études, donc tu Mm. finis la licence. Tu n'es pas Mm. resté très longtemps en licence. Très peu, hein. Je suis resté, 2 heures. Voilà, c'est très court. Dans une vie, c'est très Ouais, court. ouais, j'ai même pas le droit de le mettre sur mon CV. Donc tu as fait 2 heures de licence, tu t'es dit: «Définitivement, ce n'est pas pour moi, Ouais. je veux partir au Canada». Pour Mm. partir au Canada, il te faut 5 000 €, dollars Mm. plutôt, de Ouais. dollars, bon bref, 5 000, oui, Ouais. dollars canadiens. Dollars ou euros, ouais. Ouais, et tu te dis: «Merde, j'ai pas les sous, mais je vais les avoir, j'ai pas de soucis, c'est pas grave», et tu Mm. vas travailler pendant 2 mois comme un acharné à dormir que 2 heures par nuit. Ouais. Alors moi, j'ai trouvé ça quand même un peu dingue parce que, justement, pour la masse, à un moment, il y a la douleur, il y a la fatigue, il y a ce truc de se dire: «Je vais pas y arriver», et toi, tu as rien lâché jusqu'à cet objectif. Comment tu as fait? Comment on fait pour se dire que malgré la douleur, malgré la fatigue, on ne lâche rien? Comment on fait? Le sport. En fait, je suis un ancien sportif de haut niveau. OK. Et, Quelle enfin, de haut discipline? niveau. De haut niveau, façon de parler. Boxe. D'accord. Et du coup, on t'apprend quand tu fais du sport de haut niveau, ou moi j'avais fait de la natation aussi presque à haut niveau, et on t'apprend que c'est au moment où tu as mal que tu dois tirer parce que c'est là le chemin des champions. Et en fait, si tu veux, je me suis bloqué du monde, mais par contre, quand c'était dans le sport, je me suis ouvert et j'ai absorbé tout ce que je pouvais absorber du sport. La ténacité. Tu as mal, c'est là que tu continues. C'est compliqué, c'est là que tu deviens un champion. Et en fait, on te répète ça, on te répète ça, on te répète ça dans le sport. Et en fait, c'est resté comme un ancrage à l'intérieur de moi. Donc, du coup, quand on me dit qu'il faut 5 000 € pour aller au Canada et que je me dis 5 000 €, c'est le bout du monde. À cette époque, tu es étudiant, tu te dis mais 5 000 €, mais où je trouve ça? Je bosse au McDo un mois, je fais 800 €. Comment je trouve 5 000 €? Tu vois? Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, on va le faire. Et donc, on va faire. J'avais fait un job de chauffeur de maître et je faisais double emploi à ce job-là. Et en même temps, je donnais des petits cours par-ci par-là pour faire un peu plus d'argent. Et je dormais quasiment pas, puisque le matin, je partais à 8 heures. Le matin, non, je partais vers 6 heures tu vois, de Stein. J'allais au Bourget, je récupérais des gens, ou bien j'allais à Roissy, je les déposais. Après, je faisais ma tournée de chauffeur. Donc, c'était pas une tournée de chauffeur de livreur, c'est chauffeur, je conduis des PDG, des Qataris, ce genre de trucs, toute la journée. Et après, la nuit, je les récupère. Enfin, donc, il y a la journée qui passe. À 20 heures, je les récupère. Ils vont au restaurant. Vers 23 heures, je les pose en boîte de nuit. Et hop, je recommence. Je les pose ensuite à 4 heures du matin chez eux. Je rentre chez moi, je dors 2 heures et je repars. 2 mois, comme ça. Mon père, qui est infirmier, m'a dit fais gaffe, tu vas te tuer, la santé à faire ça, faut que tu arrêtes. Oui, sur la longueur, oui. Ah ouais, je lui dis oui. Ça, c'est mon grand truc par contre. Quand on me dit il faut pas, je dis ah oui. Et tu continues. Ouais. C'est une règle que ma mère m'a appris, ne jamais contrarier les gens. Oui, ok. Et après, je fais mon truc. Comment ça se passe quand tu arrives au Canada? C'est quoi l'expérience là-bas? L'expérience, putain, Tia, c'est la plus belle expérience de ma vie. Ouais. Si tu veux, c'est tellement la plus belle expérience de ma vie. J'ai vécu beaucoup de belles choses depuis, mais j'ai vécu des années extraordinaires de souffrance, mais de bonheur au Canada, tellement que là, aujourd'hui, je suis en train de travailler, de tout mettre en ordre. En façon de parler, je le fais pas comme à l'ancienne, de manière un peu plus réfléchie, tu vois, j'ai intégré ce monde pour y retourner. C'est les plus belles années de ma vie. En fait, je suis arrivé dans un pays qui était en totale harmonie avec ma pensée. Mais vraiment, j'ai épousé cette pensée comme la faire. C'est bizarre à dire, mais c'est comme si je la faisais rentrer dans mon corps. C'était quoi ta Euh, pensée à l'époque? que les gens sont foncièrement bons et gentils, que la médiocrité doit être punie, elle ne doit pas être élevée au rang de méritocratie, au contraire de médiocratie plutôt même, je dirais, que les gens qui ont envie de faire des choses, il faut les aider, il faut les élever, que quand tu rencontres quelqu'un de bon, il peut devenir ton ami et tu peux lui faire confiance comme si ça faisait des années qu'il était autour de toi. Et en fait, le Canada m'a offert tout ça. Je suis arrivé, moi, mon truc, c'était de faire de la musique. Je donnais des cours de guitare, des cours de français, parce que j'habitais un quartier anglo-saxon. Et je me rappelle d'une nana, je vais dans sa boutique, une boutique africaine, et elle me dit « Ah, salut, comment tu vas, machin. » Ben, je dis « Ça va, je regarde un peu ce que vous avez. » Elle habite, c'était dans mon quartier. Et elle me dit « Mais vous faites quoi dans la vie ?» Je dis « Bah moi, je suis venu au Canada, je suis français et je fais de la musique et j'aimerais me développer dans la musique. »« Ah, t'as envie de faire de la musique? Ok, bouge pas. »
Elle appelle un copain à elle qui bosse à Radio-Canada et Télé-Canada, là. Je sais plus comment s'appelle la chaîne. Et il me dit tiens, et la nana dit, hey, Henri Ngaka, dédicace à ce gars-là qui m'a aidé. Henri Ngaka, qui est encore présentateur. Henri Ngaka, tu sais quoi, j'ai un jeune là qui est là et je pense qu'il faut que tu l'aides. Ok, passe-le-moi. Je parle au mec. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Henri Ngaka, je suis animateur télé. Est-ce que ça vous dit de venir faire une télé chez moi pour parler de ce que vous faites? Ok. Ouais, bah j'arrive tout de suite. Ok, il me dit, bah semaine prochaine, venez tel jour. Et hop, j'y suis allé. Et je me dis, voilà comment ça se fait. La nana, elle m'a vu, on s'est bien aimé. Elle a appelé son ami tout de suite, tiens, passe là. Une autre expérience qui m'est arrivée lorsque j'arrive tout juste, celle-ci, j'en parle tout le temps parce c'est ce qui m'a fait aimer vraiment le Canada. Je trouve un appartement au bout d'un mois, donc en coloc avec le propriétaire qui avait tout le building, et moi j'habitais au rez-de-chaussée avec lui. Lui, il habitait au sous-sol, moi j'habitais au rez-de-chaussée, on se partageait la maison parce qu'elle était ensemble, et il y a le garage qui est ouvert. Et je lui dis, on ferme pas le garage là? Il me dit, la nuit, hein, on allait dormir, enfin c'est la fin. Il me dit, non, on ferme pas le garage. Ok, on ferme pas le garage. Je lui dis, mais le truc c'est que s'il y a des gens qui passent, ils pourraient prendre ton vélo et partir avec le vélo ou tes affaires. Il me dit, non, t'inquiète, ça va aller. Donc là, je bug quand même. Hein. Il laissait les clés de sa voiture sur sa voiture, le garage ouvert. Je lui dis, non, mais attends, on peut quand même te voler tes affaires. Et là, il me dit, mais Tony, qui veux-tu que quelqu'un vole mes affaires? Pourquoi les gens viendraient voler mes affaires et prendre mes affaires et partir? Je lui dis, bah, je sais pas, pour les voler, quoi. Il me dit, mais qui va faire ça? Pourquoi il ferait ça? Pourquoi il ferait ça? Mais oui, il me dit, mais non, personne va faire ça. Mais moi, je viens du 93. Je viens d'un endroit, si même t'attaches ton vélo, on te le vole. Juste un gâteau sur une table. Mais oui, là, c'est un truc, tu l'auras plus. Et donc, du coup, moi, j'ai vécu avec ça. J'ai vécu les premiers téléphones portables que tu tiens comme ça, que tu veux surtout pas montrer parce qu'on peut te les prendre à l'arraché. Et donc, du coup, moi, je suis complètement abasourdi de voir que le gars, il laisse son garage ouvert toute la nuit parce que c'est plus pratique pour lui. Quand il part le matin, il n'a pas besoin de l'ouvrir, quoi. C'est déjà ouvert. Et je me dis, oui, mais je me dis, mais c'est ça la vie. Et ça, c'est cool. Et en fait, voilà, j'ai épousé cette mentalité de bienveillance et de tranquillité. Ouais, j'adore. Ça me fait beaucoup penser à Berlin. Moi qui vis à Berlin, c'est exactement la même mentalité. Ils sont comme ça? Ils sont comme ça et c'est incroyable. Et c'est vrai que j'ai eu la même expérience que toi à Noël avec, tu vois, les étals où les gens présentent des petits trucs. Alors là, c'était en plus des petits trucs, tu sais, les petites miniatures, là, genre des déos, des trucs comme ça en promo. Oui. Et il y a aucun vigile dehors. Donc tout est dehors et il y a aucun vigile. Et je dis à mon mari, mais ils ont pas peur d'être volés? Et mon mari qui dit, mais qui va voler ça? Je dis, bah, les gens. Les gens. Et je dis, mais c'est pas ça ici. Je dis, ah ouais, ok. Donc, trop bien. Non. Putain, il y a des endroits bien sur Terre, en fait. Mais c'est ça, mais je me suis rendu compte de ça en voyageant. Il y a des endroits bien sur Terre avec des gens bien. Exactement. Mais ça fait du bien de le réaliser. Sinon, on reste dans une bulle un peu négative et voilà. Ouais, non, mais c'est clair. Voire même l'opposé, tu sais quoi? Je me dis qu'on peut même rester dans une bulle un peu trop idyllique parfois, de pas se rendre compte de l'inverse et d'être choqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués lorsqu'ils arrivent en France et qui se rendent compte que, attends, mais les Français sont mal polis, les Français nous passent devant, tu vois? Et bah ouais, il y a des gens. Il y a ça aussi dans la vie. Il y a ça aussi. Ouais. Faut être au courant des deux quand même. C'est ça. Alors je trouve qu'il y a dis-moi si je me trompe, je trouve qu'il y a un aspect chez toi spirituel dans le sens où tu es. Alors, c'est parce que j'ai un peu travaillé le sujet quand même avant de t'appeler. J'ai l'impression que tu vas plus aller au feeling. Tu vois, là, tu nous parlais du Canada avec quelque chose qui te venait de l'intérieur, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que toi, il y a plus cette sensation-là qui va jouer plus que quelque chose de concret, de théorique, de logique. Est-ce que pour toi, ce ressenti, ce feeling, ce sixième sens, des fois qu'on attribue souvent aux femmes, sera toujours plus important que un fait où on va te dire si par A plus B c'est ça. Toi, tu penses qu'il faut les deux ou non, ce que tu ressens à l'intérieur, ce sera toujours meilleur? Moi, je crois que ce qu'on a à l'intérieur est toujours meilleur. Je vais te montrer un message que j'ai envoyé. Je te le montre pour te le prouver à 15h21. Ouais. Ce message-là, 15h21, il est 16h32 au moment où on fait ce podcast. Et j'ai envoyé ça à une copine qui me dit, c'est un peu compliqué pour elle, donc j'essaie de lui donner un petit coup de main. Et elle me dit, j'essaie de prendre les bonnes décisions ces jours-ci. Et je lui réponds, je dis, les décisions qu'on a envie pour soi-même, c'est mieux que les bonnes décisions. C'est vrai. Et je me le suis fait tatouer tellement, c'est ça, un cœur face à un cerveau.
pour dire qu'est-ce qui doit primer le plus, le cœur ou le cerveau. Le cœur doit toujours primer. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que quand tu prends une décision à contre-cœur, comme le dit si bien l'expression, en fait, elle te ronge sur le long terme. Et donc, en fait, comme j'ai vécu dans une vie de blocus où seules mes envies comptaient, ce que j'avais envie comptait plus que la logique, parce qu'on m'a pas enseigné ou matraqué, formaté la logique, il faut prendre les bonnes décisions, il faut faire ce qu'il faut faire, machin, que du coup, je ne prends que des décisions qui m'animent vraiment. C'est-à-dire que si j'ai pas envie, je ne le ferai pas. C'est pour ça que je te disais en préambule, la bienséance. Je n'ai aucune bienséance. On est en train de dîner tous ensemble, tout se passe super bien, c'est génial, et à un moment, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de très désagréable ou qui est très désagréable sur le long terme autour de la table, je vais me lever, je vais partir. Allez, ciao, salut tout le monde. Ah, mais tu restes. Non, non, cette énergie ne me convient pas, je ne resterai pas. Je reste pas. C'est vrai que, alors, pour le côté je ne reste pas, je suis un peu comme ça, mais par contre, moi, je réfléchis trop. Et tu vois, il faudrait que j'apprenne à me dire non, écoute-toi, avant de trop réfléchir, mais c'est pas évident, c'est vraiment pas évident de se dire non, ok, ton cerveau fonctionne, on est ok avec ça, mais écoute ton cœur, écoute vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est vraiment pas facile. C'est vrai, mais franchement, ça peut te sauver la vie. Écouter que ton cœur te sauvera toujours la vie. Je note. Toujours. Notez cette phrase, je pense qu'elle est importante. Notez-la. Ouais. Alors, au Canada, comment ça se passe la musique, finalement? Alors, ça se passe plutôt pas mal. Plutôt pas mal, pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, pourquoi je décide aussi d'aller au Canada, c'est pour une chose qui me gêne en France, parce que je fais de la musique, et quand tu fais des dîners où tu rencontres des gens, ah, tu fais quoi dans la vie? Je fais de la musique. D'accord, ok. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Tu vois, c'est pas un vrai métier. Ton vrai métier, c'est quoi? Ouais, c'est quoi ton vrai métier? Tu fais quoi dans la vie, du coup? Ah, parce que ça, c'est ta passion, tu vois. Et en fait, pour les gens, aimer écrire, aimer dessiner, il y a beaucoup de gens qui s'abandonnent. Il y a beaucoup de gens qui aiment cette chanson de Michel Berger. J'aurais voulu être un artiste, tu sais, de Starmania, qui chante cette chanson-là parce que beaucoup auraient aimé être footballeurs, danseurs, mais ont abandonné leur rêve à un moment. Et en fait, moi, je me suis dit non, je ne peux pas laisser les gens. J'ai un côté très tyrannique à l'intérieur de moi, mais pour moi-même, tu vois. Et donc, je me suis toujours dit, je ne peux pas laisser les gens me bouffer et abandonner mon rêve à cause de ces gens-là. Donc non, je ne subirai pas ça. Et oui, je m'en vais. Et donc, du coup, j'ai décidé de quitter la France et m'installer au Canada. Pourquoi? Parce qu'au Canada, d'ailleurs, dans les premiers moments, qu'on m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais de la musique. » On m'a dit « Ah, super, mais quoi comme type de musique? Quel type d'artiste t'aimes bien? De quoi tu t'inspires? » Je me suis dit « Waouh !» Là, j'ai un écho, quoi. Là, j'ai un écho. Là, les gens, là, ça me parle. Et en fait, rien que ça, déjà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, du coup, bon, bah, je me suis vraiment démerdé, si je peux me permettre ce terme. J'ai posé des annonces, j'ai rencontré des artistes, j'ai fait un peu de musique avec un tel, puis de fil en aiguille, après dans des bars. Donc, j'ai commencé vraiment en bas, et j'ai réussi à atteindre de jolis sommets. Et donc, franchement, mais parce que je me suis battu comme un lion, hein. C'était dur, hein. Ah oui, même si l'atmosphère était plus propice, je me suis battu comme jamais. Il y a une concurrence, hein. Évidemment. Parmi tes très beaux succès, on peut citer Monsieur Barack Obama? Absolument, ça c'est mon plus beau succès. Tu peux nous raconter l'histoire, comment ça s'est fait? Ouais. Toi, en fait, le mec le Guadeloupéen du 9-3, comment tu fais? Ouais. Je viens d'une petite île, la Désirade, à côté de la Guadeloupe, que personne connaît. Le seul mec connu qui vient de là-bas, il s'appelle Thierry Henry. C'est comme ça que généralement, il y a 2-3 personnes qui connaissent la Désirade. J'ai grandi dans le 93, Aubervilliers, quartier du Landy, Stein, quartier de l'Avenir, qui sont des très bons quartiers, mine de rien, hein. Et j'arrive et je fais une musique pour la campagne du président Barack Obama. Truc incroyable, chose qui arrive à une personne dans le milliard de millième d'années qui existe. Ça m'est arrivé à moi. Pourquoi et comment ça s'est fait? C'est un truc hyper bête. En fait, c'est là où tu te rends compte que parfois, il faut aider les inconnus. J'ai parlé d'Henri Ngaka tout à l'heure qui m'a aidé. Le mec, il me connaissait pas. Il m'a dit, viens faire une émission. J'aurais pu être un charlatan, j'aurais pu être quelqu'un de mauvais. Le mec m'a dit, non, viens faire une émission. Il m'a aidé. En tant qu'inconnu, il m'a aidé. Et moi, du coup, j'ai retenu ça.
C'est quelque chose que je fais beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, et je fais des digressions, mais je remonte toujours. Hein. Vas-y. Je dis aux gens généralement, des fois il y a des gens que j'aime bien, comme ça, je sais pas, je les aime bien, j'aime leur feeling, j'aime leur énergie, et je leur donne un coup de main, je les aide gratuitement, sans rien attendre en retour ni quoi que ce soit. Et ces gens me disent, mais pourquoi tu m'aides moi? Je dis, ne me demande pas pourquoi je t'aide pas, t'aide toi, je t'aide juste, c'est tout. Je dis, par contre, je t'aide, mais je vais te demander un truc en retour. C'est que demain, tu rencontreras forcément sur ta route quelqu'un qui aura besoin d'aide. Et si tu sens bien cette personne, je vais te demander de l'aider comme je t'ai aidé là, c'est-à-dire sans rien demander en retour et de donner ton maximum et tout ce que tu as. Et en fait, j'ai aidé un inconnu. Et cet inconnu s'appelle Barack Hussein Obama. Le truc, c'est que je donnais des cours de français à des anglo-saxonnes canadiennes. J'habitais dans un quartier anglo-saxon. Et toutes ces personnes-là m'ont dit un jour, Tony, on va aux États-Unis pour aider un mec qui veut devenir président. Il faut savoir que les Canadiens sont très préoccupés lorsqu'il y a des élections américaines, parce que c'est leur seule frontière. Hein. Et donc, du coup, ces nanas, ils vont, et je me dis, mais attendez, pourquoi elles partent aider un mec au Canada? Le mec n'est pas connu, le mec, on ne le connaît pas, bon bref. Et là, je zappe. Quelques mois plus tard, elles reviennent vers moi. Tony, t'es toujours dans la musique, tu fais toujours de la musique et tout ça? Ouais. Elle me dit, bah tu vois, le gars qu'on essaye d'aider, ça prend de l'ampleur, ça devient énorme et on cherche quelqu'un pour nous faire une musique pour les jeunes lorsqu'il vient sur scène ou lorsqu'il fait des trucs et tout ça. Il y a plein de personnes qui font de la musique pour lui. Il y a Black Eyed Peas, will.i.am qui a fait un truc. Il y a Will Smith qui fait un truc. Il y a Oprah qui fait un truc. Il y a Jay-Z qui fait un truc. Et là, elle me sort tous les gens que j'aime, tu vois. Et elle me dit, et toi, si t'es chaud, tu peux faire un truc? Ouais. Non, vas-y, ça me dit pas. Ouais, je suis pas hyper chaud, je vais voir, je te tiens au courant dans 2 semaines, c'est bon. J'ai dit oui, c'est bon, je fais un truc. Mais enfin, ça, elle me l'a présenté dans un second temps, mais au début, j'avais déjà dit oui. Parce que juste fait de la musique, ok, je dis oui. Et j'aimais bien ces nanas-là, et je me suis dit, tu sais quoi, j'avais regardé ce gars à la télé, j'avais beaucoup aimé son énergie, j'avais adoré. Il faut savoir qu'à l'époque, Barack Obama, personne sur Terre ne sait qui est cet homme. Hein. Ouais. C'est un homme noir qui veut devenir président. Moi, dans ma tête, je dis un homme noir qui veut devenir président, ce mec va se faire tuer. Tu vois, c'est comme ça que je pense à l'époque. Je me dis, mais c'est pas possible. Il peut pas gagner. Tu sais quoi? C'est très bizarre à dire, mais c'est comme dire de voir. Je vais me faire des ennemis avec ça. J'adore. Je suis un personnage très clivant parfois. C'est comme me dire, c'est voir un noir. Président en France. Alors pour ceux qui écoutent ce podcast et qui voient pas ma tête, je suis noir. Hein. C'est comme voir, tu vois, là, il aurait dû peut-être y avoir il y a quelques années une femme président aux États-Unis. Ouais, un noir président aux États-Unis. Quand tu sais qu'il y a 60 ans, les noirs n'étaient pas libres aux États-Unis parce qu'il y avait encore la ségrégation. Comment 60 ans plus tard, là, un homme peut devenir président des États-Unis? Je me dis, c'est impossible. Donc, il faut se mettre dans le contexte de l'époque où, moi, je me dis, cet homme ne peut pas gagner. Et il est inconnu, personne ne le connaît. Donc, il faut vraiment se mettre dans le contexte. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis Barack Obama, c'est Barack Obama. C'est le mec, tu vois, il est président, mais tu le check parce que c'est Barack Obama. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut se mettre dans le contexte de l'époque aussi. Et donc, du coup, à cette époque-là, je me dis, waouh, j'ai dit, tu sais quoi, je vois cet homme à la télé, je me dis, je vais l'aider. Dans ma tête, je suis limite un peu au-dessus. Je vais aider le gars, tu vois. Ok, je vais faire un truc pour toi, c'est bon. Et donc, du coup, je fais cette musique et je donne tout ce que j'ai dans cette musique et je l'envoie à mes amis. Je dis, allez-y, servez-vous-en à fond. Et c'est là où elles me disent à ce moment-là qu'il y a tous ces gens qui ont fait de la musique. Et là, je me dis, ah ouais, c'est quand même un peu gros. Mais à l'époque, je me dis, je vais aider un inconnu. J'aide un mec qu'on connaît pas, un inconnu. Le truc, c'est que cet inconnu, il est devenu président 2 fois et que ça a fait exploser ma carrière, mine de rien, par radiation. Donc voilà. Est-ce que tu te rappelles le jour de l'élection de Barack Obama? Comment tu as réagi? Où est-ce que tu étais? Tu sais, il y a des moments comme ça dans la vie où, même si tu n'es pas directement lié, qui vont te marquer, tu vas te rappeler toute ta vie ce que tu faisais, où tu étais. Toi, tu étais où et tu faisais quoi ce jour-là? Ouais. Moi, je m'en rappelle, j'étais revenu à Stein. À ce moment-là, j'étais dans ma chambre, j'avais suivi toute la nuit l'élection. Je faisais un aller-retour, j'avais quitté le Canada rapidement, je revenais en France et j'étais là. Et le matin, je me réveille et je vois, putain, il a gagné. Le mec est devenu président. C'est-à-dire que je me rappelle, de mémoire, c'était le 23 novembre 2008, de mémoire. Et ils disent
il sera président le 20 janvier. Et là, il fait son discours à Chicago. Il rentre sur scène avec sa femme. Je fais un clip où je me réutilise la musique, où je mets les paroles de ce discours-là. Et je me dis, waouh, putain, le mec l'a fait et j'y étais. Et c'était dingue. Énorme. C'était dingue. C'est C'était énorme. incroyable. Incroyable. J'avais l'impression que j'avais gagné. Tu sais, je suis français, j'habite au Canada, j'ai rien à voir avec les États-Unis, mais j'avais l'impression que j'avais gagné, quoi. Mais je C'était crois trop beau. que tous les Noirs ce jour-là ont eu l'impression de Oui, gagner quelque chose. Moi, je me absolument. rappelle, j'avais pas dormi de la nuit parce que je voulais voir le résultat. Voilà, c'était hyper important pour moi et j'avais pas dormi de la nuit. Et quand ils ont mis son visage, mais j'ai pleuré. Je te jure, j'ai pleuré Ah, ouais. parce que c'était, tu vois, au début, comme toi, je me disais, il va jamais passer. Il va jamais passer, c'est pas possible. Et même si j'adorais ce que je voyais, ce que j'entendais, je me disais, mais jamais. Et quand il a gagné, c'était juste incroyable. Ah, Ouais, c'était très, très beau moment. Puis après, il y a eu ce ah, qu'il y ouais. a eu. Mais Ah oui, mais voilà, c'était mais c'est incroyable. la beauté des États-Unis. C'est les Voilà. États-Unis, ça. Alors après ça, tu rentres en France, Ouais. tu arrives à Bordeaux. Mhm. Et là, le discours n'est plus du tout le même. On n'est plus dans l'American Dream. Ah non, on est dans le French Dream. Il se passe quoi à Bordeaux? Le French Nightmare, on est. Dans le cauchemar français. En fait, je rentre en France et je viens m'installer à Bordeaux pour une histoire d'amour. Il ne faut jamais regretter les histoires d'amour parce qu'elles amènent toujours quelque part. Je ne suis plus avec la fille avec qui j'étais venu à l'époque, si certains se posent la question, parce qu'ils vont se la poser très vite. Mais je vais vite montrer le retournement du cauchemar, ils vont vite comprendre. Je pense savoir de quoi tu veux parler. J'arrive à Bordeaux. Je m'installe avec cette fille pendant 2 ans, donc je ne suis pas réellement à Bordeaux. Je vais faire un petit... En fait, j'habite à 80 km de Bordeaux. D'accord. Mais quand tu habites à 80 km de Bordeaux et que tu connais quelqu'un qui est aux États-Unis ou au Canada, tu dis j'habite Bordeaux. Mais quand lui il vient, il se rend compte qu'il n'est pas à Bordeaux. La grosse C'est une arnaque. blague. Exactement, l'arnaque. Ah ok, d'accord, c'est ça à Bordeaux, 2000 habitants. Du coup, donc je suis dans la campagne de Bordeaux et à ce moment-là, donc j'essaye de m'en sortir à ce moment-là. Je reviens en France, j'ai plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les royalties, c'était payé qu'un an après. Avec les États-Unis, ça rallonge des délais. Enfin, États-Unis et Canada, ça rallonge des délais de 2 ans. Donc, financièrement, c'est extrêmement compliqué. Ma banque me harcèle parce que j'ai des découverts, parce que c'est compliqué à l'époque, parce que franchement, ça a été très, très dur, vraiment très, très dur. Et du coup, j'essaie de créer une boîte spécialisée dans le design sonore, donc création de musique pour les entreprises. Pourquoi je décide de créer ma boîte? Beaucoup de personnes me disent ah mais c'est génial, vous êtes rentré dans l'entrepreneuriat, c'est extraordinaire, waouh, mais comment vous avez fait? Ah bah c'est simple, personne ne voulait m'embaucher. Du coup j'ai créé ma boîte. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des rêves de devenir entrepreneur. Moi, je n'avais pas le choix de devenir entrepreneur. On ne voulait pas m'embaucher. C'est comme généralement, et ce qui est normal quand on voit une partie de mon parcours, on se dit waouh, mais c'est génial. Non, non, mais vous n'avez pas compris. J'étais obligé de réussir. Autrement, c'était compliqué pour moi. Donc, c'était une obligation de réussir ou obligation de s'en sortir. Une phrase de Booba que j'aime beaucoup et il a absolument raison, qui dit que les cités n'ont pas de barreaux. Et c'est vrai. Les cités ou les endroits très reculés n'ont pas de barreaux. Il ne tient qu'à vous de vous prendre en main pour faire ça. Et en fait, moi, je me suis pris en main tout simplement pour faire ça. Et donc, du coup, je décide de créer cette boîte le 9 décembre d'une petite année 2009. Et le jour même, le 9 décembre, je vais faire un espèce de petit tour pour rembourser quelqu'un à qui je devais un petit peu d'argent. J'étais hyper content. Moi, j'aime bien. Je devais quelqu'un d'argent, je rembourse, je suis hyper content. Je rentre chez moi et je sais pas pourquoi ma copine fait la tête ce soir-là et on s'engueule gravement. Ça part d'un point de détail, un point de détail tout bête pour les hommes et les femmes qui sont en train de nous écouter. Il faut savoir que les hommes et les femmes ne parlent pas le même langage. Clairement. Donc si un jour vous vous engueulez avec votre copain ou votre copine, essayez de vous comprendre. C'est vrai que quand on dit que la beauté d'un couple qui dure, c'est la communication, c'est vrai, mon Dieu, c'est vrai. Essayez de vous comprendre, vous ne parlez pas le même langage, vous allez dire des mots et parfois ces mots ont une autre signification l'un pour l'autre et vous n'allez pas vous comprendre. Et ce soir-là, elle me pose une question toute bête et elle me dit, est-ce que tu m'aimes?
Mais moi, à ce moment-là, j'ai pas envie de lui répondre. J'ai envie de lui raconter le moment que j'ai vécu et qui était extraordinaire quand je suis allé rembourser le gars. Parce que j'étais content de ce moment-là. Mais elle voulait que je la rassure peut-être sur autre chose. Mais moi, j'entends pas ça à ce moment-là. Et donc, du coup, ça part. Parce qu'on ne se comprend pas. Et ça part n'importe comment. Il y a des mots qui sont dits, des trucs qui peuvent blesser l'un l'autre. Et puis ce soir-là, je me rappelle, je ne dors pas dans la chambre, je reste dans le bureau à travailler ou à dormir, en fait, comme ça, les mains dans la tête et la tête sur le bureau. Et elle dort dans le lit, en haut. Et le matin, je pars à Bordeaux, 80 km donc, parce que j'avais créé la boîte le jour même, je rappelle, la veille. Et j'arrive à Bordeaux, on avait pris des locaux dans une petite pépinière. C'est un endroit où il y a plein de petites entreprises qui poussent, on va dire. Et, et le soir, je rentre et je ne peux pas rentrer parce que les clés ne rentrent plus dans la serrure. Et donc là, je me dis bêtement, est-ce que je me suis trompé de clé? Mais ça m'étonnerait, il n'y en a que 2 et l'autre, c'est la boîte aux lettres. Donc, c'est forcément la bonne clé. Mais je réessaye quand même la clé de la boîte aux lettres. Au cas où, on ne sait jamais. Et non, les clés ont changé, la porte est fermée, elle est à l'intérieur et elle ne veut pas m'ouvrir et elle me fait comprendre qu'elle ne m'ouvrira pas. Il faut savoir que c'est ma 2e année à Bordeaux, mais en fait dans la campagne bordelaise, que je suis quelqu'un d'extrêmement timide et que les seuls gens que je connais, c'est des gens de sa famille. Que je n'ai pas d'amis à Bordeaux, que je ne connais personne et que je suis en fait dans une ville hors de sa famille, je ne connais plus personne. Et donc évidemment, quand vous quittez quelqu'un, vous êtes persona non grata parfois dans la famille. Et du coup, ce soir-là, je prends ma moto, je rentre à Bordeaux le soir, donc il était déjà tard, il faisait déjà nuit parce qu'on est au mois de décembre, il fait froid en moto, quand on fait 80 km à moto, les mains sont gelées, et j'arrive, je gare ma moto près des bureaux qu'on avait, je peux pas y rentrer parce que c'est une pépinière, ça ferme la nuit. Et là, je passe ma première nuit sur un banc à réfléchir et à me remettre en question en me disant, Tony, il y a quelques années, tu faisais des pool parties sur des beaux toits de New York avec des artistes incroyables. Tu vivais ta plus belle vie au Canada. Et là, tu retournes en France. Bob Marley disait, nul n'est prophète dans son pays, et c'est vrai. Et te voilà assis sur un banc au mois d'hiver, ta carte bleue ne peut rien payer parce que tu es à découvert et tu vis dehors. Te voilà SDF, mec. Est-ce que tu penses que tu n'as pas déconné à un moment pour te retrouver dans cette situation? Qu'est-ce que tu as fait qui fait que tu te retrouves là sans filet de sécurité? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves sans le sou en poche? Qu'est-ce qui fait que là maintenant tu vas passer la nuit dehors dans le froid? Est-ce que tu te rends compte le froid qu'il fait ici, que tu ne connais personne? Il y a des gens qui passent, il est maintenant presque 1h du matin. Les seules personnes que tu vois, ce sont des gens comme toi, SDF, qui vivent dehors et qui cherchent un endroit au chaud. Et qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Qu'est-ce que tu réponds justement à toutes ces questions que tu te poses? Est-ce que c'est une succession de mauvais choix, finalement, tout ça? Oui. C'est une succession de mauvaises décisions. C'est une succession de décisions où je n'ai pas suivi mon cœur. Ouais. C'est une succession de décisions où j'ai suivi ce qui allait être le mieux pour les autres ou pour la bonne pensée ou pour qu'on pense du bien de moi. C'est ça. C'est une succession de ça. C'est une succession de bêtises. Quand tu as quand tu as décidé de faire justement ces choix, tu savais que ça allait à l'encontre de toi? Ou c'est vraiment une fois arrivé sur le banc que tu as réalisé que c'était pas au final ce que tu voulais? Ou quand tu as décidé, tu t'es dit, c'est pas ce que je veux, mais c'est pas grave? À chaque fois, je le savais. Ok. À chaque fois, vous le savez. Vous écoutez ce podcast, à chaque fois, vous le savez. À chaque fois, vous savez que vous prenez une décision, mais vous savez que c'est parce que lui, il sera content de ça, elle sera contente de ça, vous serez bien vu, vous ne serez pas mal vu, on pensera pas trop du mal de vous, c'est ça. Quand j'arrive à Bordeaux et que je me rends compte qu'elle habite pas à Bordeaux, et que moi je viens d'une grosse métropole qui est Montréal, je dois pas m'installer dans la campagne. Je dois m'installer dans la ville pour me faire un réseau très rapidement, ne pas m'isoler pendant 2 ans. Quand on déménage de la ville où on était et qu'on va encore plus loin, je me dis c'est encore une bêtise que je refais à ce moment-là. Quand je fais mes allers-retours à Bordeaux et que je me crève la santé à faire 80 km à moto, sur une toute petite moto à l'origine, parce que j'avais pas encore le permis moto, donc je roulais sur une 125, je prenais l'autoroute avec les gros camions me doublaient, je me dis là, tu es en train de faire une bêtise encore, c'est ta vie que tu mets en danger. Quand
j'arrive à Bordeaux et qu'on me dit il y a des soirées, il faut que tu viennes, il faut faire du réseau, il faut que tu parles aux gens, mais que tu es avec quelqu'un qui est quand même assez jalouse et que tu le fais pas pour pas qu'elle soit mal, là encore une fois, quand tu fais ça, tu le fais parce que tu fais pas ce qu'il faut que tu fasses. Tu le fais à contre-cœur, tu prends une mauvaise décision. Donc quand tu arrives sur le banc et que, comme le disait si bien ma tante, tu es en train de manger ta merde parce que tu te rends compte maintenant, déguste un peu, rends-toi compte de toutes les conneries que tu as fait. Maintenant, le résultat, c'est que tu te retrouves sur un banc. On parle quand même de la solution la plus catastrophique qui soit. C'est-à-dire que plus catastrophique, tu meurs, en fait. Tu Ouais. vois. Et C'est donc, vraiment les juste à... conséquences. C'est vraiment Ah les oui, oui, conséquences. tu meurs, tu meurs. Et donc, moi, je suis juste avant, je suis à la rue. Mais c'est extrêmement grave. Je ne sais pas si certaines personnes s'en rendent compte ou si c'est déjà arrivé à certaines personnes. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, vous avez un toit, vous vous douchez normalement, vous prenez à manger dans le frigo, vous prenez des fruits là, vous allez vous doucher, vous allez dormir dans un lit. Rendez-vous compte que ce soir, vous dormez dehors. Il y a des gens qui sont incapables de penser à ça parce que c'est pas possible. Je ne peux pas dormir dehors. Mais sachez que vous allez quoi, dormir chez un copain, une nuit, 2 nuits, 3 nuits, une semaine. Vous allez dormir ailleurs. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Le matin, j'arrivais très tôt à mon bureau, enfin à mon bureau, à la pépinière. Je me douchais dans un lavabo rapidement. J'étais là avant tout le monde. Je suis pas très matinal, mais là, d'un coup, j'étais devenu très matinal, donc ça a surpris un peu tout le monde. Et un jour, je suis très fatigué et je m'endors sur des cartons. Dans le bureau, au chaud, comme ça, un torchon sur moi parce que j'avais froid, parce que le froid te tue le soir. Et donc la journée, tu penses qu'à une chose, c'est prendre du chaud avant le soir. Et il me prend en photo comme ça et il me dit ah alors t'es fatigué machin. Je dis ouais, c'est un peu engueulé avec ma copine, je suis arrivé un peu tôt ici. Elle me dit bon bah, si tu veux dors à la maison ce soir si ça va pas. Et je dis ouais ok avec plaisir. Mentalité française, vous allez comprendre. Alors c'est pas tous les Français qui sont comme ça. Si certains ne sont pas Français qui écoutent ce podcast et vous êtes francophone, c'est pas tous les Français, mais certains sont comme ça malheureusement. J'arrive chez mon copain. Donc c'était mon associé et je dors, il me dit bon ben voilà dors ici sur le canapé, moi je suis dans la chambre, il était dans la chambre avec sa femme juste derrière, mais il habitait un petit T2 et en fait le mur et le salon où je dormais, le mur c'était un rideau qui nous séparait. Donc, en gros s'il parle je l'entends quoi. Et la nuit était très avancée déjà, moi je dormais pas parce que je dormais pas, mon cerveau tourne et j'entends sa copine qui dit il va rester longtemps. Tout pour te mettre à l'aise. Ah ouais, tout pour te mettre à l'aise. Le lendemain, Tia, le lendemain, j'ai savouré cette nuit dans le lit, dans le canapé. C'était pas un lit, dans le canapé parce que c'était extraordinaire de dormir dans un endroit chaud. Le lendemain, je me suis brossé les dents, j'ai pris une vraie douche et je suis reparti dehors en lui disant que tout allait mieux et que j'étais retourné et tout ça. Et je suis reparti dehors et ça a été très compliqué. Ça a duré combien de temps cette vie d'SDF? Ça a duré quelques semaines, quelques mois par intermittence. Tu retournes dans la rue, tu vas vivre chez une copine, tu retournes dans la rue, tu vas vivre chez un copain, tu restes une nuit. Pourquoi? Parce qu'en vrai, tu essaies de rester digne. Ouais. Tu leur dis non, t'inquiète, ce soir je vais chez un autre copain, mais en vrai tu vas dormir dehors. Non, t'inquiète, j'ai quelqu'un qui est là, il me laisse son appart, mais en vrai tu vas vivre dehors. Et tu sais où aller dormir pour pas qu'on te voie. Tu commences à avoir des réflexes. Tu sais qu'il y a certains quartiers où il faut rester là parce qu'il y a un vent de chaleur qui va passer. Tu sais qu'il faut plutôt aller là parce que c'est moins dangereux. Enfin, t'acquiers des réflexes, ton cerveau change. Mais chaque nuit, si tu veux, je me suis matraqué dans la tête. Regarde ce qui t'arrive parce que tu n'as pas pris la bonne décision. Regarde ce qui t'arrive parce que tu as voulu faire plaisir. Regarde ce qui t'arrive parce que tu as fait quelque chose que tu ne voulais pas faire, mais tu l'as fait pour faire plaisir à. D'où ce tatouage. Marqué au fer. Non, plus jamais ça n'arrivera. C'est ça la plus grande leçon que tu as apprise pendant cette période? Ah oui. La plus grande leçon, c'est ne pas faire plaisir aux autres si toi, ça ne te fait pas plaisir. Ouais. Si toi, tu n'as pas envie. Mais c'est l'envie est essentielle. C'est pour ça que je disais dans le message que j'ai créé tout à l'heure à mon ami, les bonnes décisions, c'est les bonnes décisions qu'on a envie pour soi, qui sont nécessaires pour soi, pas les bonnes décisions qui font plaisir à tout le monde, qui font plaisir au code, aux gens, à papa, à maman, à la petite sœur, au copain, à la copine. Non, pour soi. Parce que un jour, tu prends une mauvaise décision et tu te retrouves comme moi sur un banc. Et ça arrive plus vite que tu ne le crois. J'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de personnes à cette période-là pour essayer de comprendre. Voilà, tu fais des connaissances de Michel Le Poivreau que tu regardes pas d'habitude parce qu'il a l'air toujours bourré, ben, ça devient ton meilleur pote quoi, un soir. Et tu discutes avec lui et tu essaies de comprendre comment il en est arrivé là.
Et ben, il est arrivé de là pour la même chose que toi. Tous ceux qui se sont retrouvés à la rue et tous les points communs que j'ai trouvés à ces gens-là, ils ont voulu faire plaisir à des gens et ils sont allés beaucoup trop loin. Et un jour, le coup près, ils se retrouvent dans la rue. Donc, plus jamais. Ton rapport à l'humain a changé par rapport à ça? Oui, je suis devenu extrêmement exigeant. Ouais. Vis-à-vis de Et, toi ou des autres? Ou des deux? alors, vis-à-vis de moi, je l'ai toujours été. Ok. Même si je me suis perdu 2 petites années, là, ces 2 fameuses 2 petites années, je me suis un peu perdu, j'étais un peu moins exigeant avec moi-même. Aujourd'hui, je suis extrêmement exigeant avec moi-même, je suis extrêmement exigeant avec les gens avec qui je travaille. Tu vois, ces jours-ci, je suis en train de monter une petite équipe de graphistes, de monteurs, d'assistants, des gens pour m'aider. Je suis extrêmement exigeant. Je te fais passer un entretien. C'est pas un entretien d'embauche parce que je prends des gens qui ont déjà des activités à côté ou même qui travaillent à côté. C'est juste, ils sont avec moi, ils m'offrent un petit plus. Mais je leur pose des questions. Des fois, je leur pose des pièges. Parce que, si tu veux, je suis dans une mentalité aujourd'hui où euh, je veux être sûr que si jamais je me retrouve dans le caniveau, tu viendras avec moi chasser la chauve-souris, quoi. Je vais être sûr de ça. Si je sens que je peux pas te faire confiance et que tu vas pas me suivre là, tu rentres pas dans mon équipe. Tu ne rentres même pas dans mon cercle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai très peu d'amis, mais je sais que c'est des gars ou des nanas que je peux appeler à 3 heures du mat. Ils seront là. Ils seront là, ils m'aideront, ils me poseront pas de questions. Comment t'as fait pour sortir de la rue, tout simplement? Une femme extraordinaire. Ouais. C'est toujours une femme. Les femmes m'ont toujours m'ont toujours sauvé la vie. Une femme extraordinaire, en fait, j'étais. Vous allez comprendre, en fait, même pour ceux qui sont en train d'écouter ce podcast, pardon, pourquoi il faut aider les gens et pourquoi il faut aider les inconnus. C'est une notion très importante pour toi, l'aide, l'entraide. Ah ouais, c'est hyper important. Tu penses que c'est la rue qui fait qu'à un moment, tu sais que sans peut-être une main tendue, tu serais pas là? Alors, la rue, oui, mais cette aide et entraide, elle vient de ma culture antillaise. Ok. Chez les Antillais, il y a un mec qui construit sa maison, il y a ses voisins qui viennent pelleter avec lui. C'est vrai. Chez les Antillais, l'arbre, il est plein de mangues. Les mangues sont par terre, on les ramasse, on les donne aux voisins. On l'en donne aux voisins. Chez les Antillais, tu fais une fête, on est là pour toi. Il y a un mort, on est là pour toi. Chez les Antillais, l'entraide, en fait, il faut savoir que la culture antillaise, pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas bien, c'est une culture qui est née lors de l'esclavage. Elle n'existait pas avant. Ouais. Avant, c'était la culture africaine. La culture antillaise est née de l'esclavage. C'est comme ça que les Antillais sont nés. Et donc, ce sont des gens qui ont, dans les gènes, dans leur histoire, une aide et une entraide qui est profondément ancrée dans chacun des chromosomes qui les constituent. Donc, évidemment que c'est ancré en moi et évidemment que je le fais transpirer le plus possible. Et donc, du coup, ça vient de là, cette aide et entraide que j'ai à l'intérieur de moi. Et quand je vois quelqu'un que j'aime bien, quand je vois quelqu'un qui a juste l'énergie qui correspond à tout ce que j'aime, et que je vois que je peux lui donner un coup de main, je lui donne un coup de main. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aidé. J'avais rencontré une nana quand j'étais arrivé à Bordeaux à ce moment-là, et je faisais des espèces de. J'ai dû en faire, des petites soirées réseau et tout ça. Et je me rappelle d'une nana qui arrive et qui me présente une fille et qui me dit tiens, cette fille-là, il faudrait l'aider. Est-ce que tu pourrais l'aider, Tony? Les deux arrivent à moi, mais j'en connais aucune des deux. Hein. Ok, d'accord. J'en connais aucune des deux. Je dis oui, ok, je vais vous aider. Je vais pas dire que je suis une star et que je suis extrêmement connu, mais comme j'ai fait toutes les télés du monde et toutes les radios et tous les journaux du monde, notamment grâce au buzz de Obama, forcément les gens me connaissaient mais moi je connaissais pas forcément tout le monde. Et donc du coup quand elle vient à moi, elle me connaît et je dis ok, je vais l'aider, je vais t'aider et avec grand plaisir, si je peux t'aider, je vais le faire. Et j'aide cette jeune fille à trouver un job, à trouver une entreprise à ce moment-là. Et cette femme qui m'avait présenté cette fille me remercie de l'avoir aidée. Quelques années plus tard, donc j'ai ce fameux épisode de SDF et j'avais pour habitude de ranger mes affaires le soir très rapidement. Donc il faut s'imaginer que j'ai 2 sacs de sport qui sont dans mon bureau et je les range pour me changer le soir. Je mets des couches en fait. Okay. Tu vois. Et à ce moment-là, j'avais rendez-vous. Donc 2 ans plus tard, j'ai eu un nouveau rendez-vous avec cette fameuse dame qui bossait au service communication d'une institution ici. Et elle me dit,
Elle me dit, il faudrait qu'on se rencontre juste pour qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Ok. Et en fait, elle prend un rendez-vous en toute fin de journée quand elle a fini son travail. Et moi, j'étais encore en train de me préparer. Mais il y a mes affaires qui traînent à ce niveau-là. Et donc, du coup, je fais mes affaires et je mets mes habits, mais je vois qu'elle arrive, donc je ferme mon sac et je laisse mon sac sur le côté. Et là, notre rendez-vous commence. Et on parle, et on parle, et on parle. Et je vois qu'elle jette un petit coup d'œil sur le côté comme ça, et elle voit le sac, et elle me regarde, et elle me dit, hop là. Et elle me dit, Tony, je pars en vacances d'ici quelques semaines, demain ou après-demain, à l'île de Ré exactement. Elle me dit, est-ce que ça te dirait de venir nourrir le chat chez nous? Et là, je me dis, elle l'a fait avec tellement de délicatesse, tellement de beauté, de me dire, mais viens à la maison parce que je sens que tu es en galère. Il faut savoir que moi, j'aide les gens, mais que j'aime pas trop qu'on m'aide. Et j'ai dit oui, alors que généralement, je n'accepte pas une aide. Et j'ai dit oui parce que je pouvais plus de me doucher dans les lavabos, je pouvais plus de manger les restes de mes stagiaires lorsqu'ils partaient pour fouiller dans mes propres poubelles. Je pouvais plus de tout ça. Et donc, du coup, je lui dis oui, avec grand plaisir que je vais venir. Et donc, le soir même, je prends mes affaires et quand on repart pour aller chez elle. D'accord. Et donc, j'arrive chez elle. Il y a son mari, François, un homme extraordinaire, médecin, très gentil. Il y a son fils qui est là, Julian. Et elle me dit, voilà, tu vas prendre la chambre de ma fille qui est en Australie en ce moment et tu peux rester là autant que tu veux. Alors qu'à la base, elle t'a dit pour le chat. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, je me retrouve à dîner avec eux le soir. Et en fait, c'est comme si j'avais toujours habité avec eux. Tu sais, quand tu arrives chez quelqu'un pour la première fois, tu es toujours un peu gêné, tu te mets sur le côté. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux vous donner un coup de main? Est-ce que je peux nettoyer quelque chose? Est-ce que je peux servir à quelque chose? Vous m'offrez quand même le gîte. Et elle me dit non. Et en fait, ça se passe, tout est naturel. Il n'y a aucune gêne. Son mari est là, son fils est là. Je suis comme si j'étais un frère. Son fils est d'ailleurs devenu mon frère aujourd'hui. Je l'aide comme jamais. On est comme deux frères. Elle, elle était comme une maman pour moi. Et en fait, c'est elle qui m'a sorti de tout ça et m'a dit voilà, reste autant que tu veux. J'avais les clés. Je rentrais comme si c'était chez moi. J'étais jamais gêné de rentrer, de sortir. C'était cool et c'est elle qui m'a aidé et qui m'a véritablement sauvé la vie. Je me rappelle même d'un truc qui m'avait vraiment marqué. À cette époque-là, au même moment, je perds ma grand-mère en Guadeloupe et donc du coup, je dis à cette femme qui s'appelle Emma, je dis donc à Emma, je vais devoir partir en Guadeloupe parce que ma grand-mère est sur son lit de mort et j'aimerais lui dire au revoir. Elle me dit mais vas-y, reviens quand tu veux. Et donc j'y vais. Je fais tout ça, je vois ma grand-mère je reste pendant un mois en Guadeloupe, je repars. Au moment de repartir, au moment où j'arrive presque en France, ma mère m'appelle en me disant, voilà, mamie est décédée. Donc moi, ça a été un grave traumatisme parce que ma grand-mère m'avait élevé petit quand j'étais aux Antilles, en Guadeloupe, parce que ma mère était partie en France pour faire ses études et trouver une maison et tout ça. Elle m'avait laissé avec ma grand-mère, donc ma grand-mère, c'était aussi ma mère. C'est pour ça que je dis que les femmes ont toujours eu un rôle très important pour moi. Et quand je pose les pieds à Bordeaux, ma mère m'appelle, donc me dit que mamie est décédée. Et donc ça me tue. J'ai l'impression qu'on m'arrache la peau en lambeaux. Tellement c'est une souffrance qui était très compliquée, qui est encore très compliquée, mais qui est très compliquée. Et Emma me voit dans un sale état. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Tony? Qu'est-ce qui va pas? Et je lui dis, j'ai perdu ma grand-mère et ça me dévaste. Et elle me dit, oh, comment s'appelait ta grand-mère? Et je lui dis, ma grand-mère s'appelait Emma. Elle me dit, alors tout va bien. T'as perdu une Emma, mais t'as trouvé une autre Emma. Et en fait, sur le coup, ça m'a apaisé. C'était exactement ce qu'il fallait me dire. C'était les mots pile poil. Et quand elle m'a dit ça, t'as perdu une Emma, mais t'as retrouvé une Emma, je me suis dit, mais oui. Bah ouais. Alors la vie continue. Et donc, du coup, ça m'a apaisé. Et grâce à cette femme qui m'a remis sur pied, qui m'a redonné un logement, qui m'a reboosté, je me rappelle des premières nuits que j'avais fait chez elle et je me suis dit, à partir de maintenant, tout de suite, il n'y a plus le choix à l'erreur. Je deviens ma priorité. Plus rien d'autre, plus personne n'est ma priorité dans ma vie. Je deviens ma priorité. Je me place avant tout le monde. Je serai prioritaire sur toutes mes envies, sur tout ce que j'ai envie de faire. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je fais une liste que j'ai toujours. Je fais une liste de tout ce que j'ai envie de faire, du truc le plus fou au truc le plus dingue, de tout ce que j'ai envie d'avoir, de tout ce que j'ai envie d'être. Et je me dis qu'à chaque fois
que j'arriverai à faire un truc, je rayerai et j'en rajouterai 2, que cette liste soit infinie. Et j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai travaillé comme un acharné. Et mon seul objectif était de devenir le meilleur dans tout ce que je faisais. C'est-à-dire que je ne le fais pas à moitié, je ne le fais pas un petit peu, je n'ai pas envie, mais je fais que... Non, je deviens le meilleur et j'arrache tout. Et tout ce qui pourrait être sur mon chemin sautera si jamais ça m'empêche de le faire. Et rien ni personne ne m'empêchera. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu imbattable, inépuisable. Est-ce que pour toi, il y a toujours une opportunité après une crise? Est-ce que pour toi, c'est tu sais, c'est cyclique, c'est-à-dire il y a un truc sombre, mauvais qui se passe, mais après ça va tourner? Hmm. Parce que tu sais, des fois, on peut se dire, non, mais j'ai pas de chance. Il y a des gens qui vont se morfondre dans ce truc de je n'ai pas de chance et c'est toujours comme ça. Est-ce que pour toi, c'est non, c'est cyclique. Ok, il y a des périodes qui sont dures, mais relève-toi et repars. Ouais. En fait, chose que je vais rajouter très rapidement, mais j'ai une spécialité aujourd'hui qui est de le marketing de crise. En plus de ce que je fais sur l'investissement, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, j'ai une spécialité qui est le marketing de crise. Donc en gros, je règle le problème de grosses industries ou de gros politiques. Et donc je suis un spécialiste de la crise. Donc oui, la crise est cyclique. En fait, la crise est obligatoire puisque la crise est un phénomène qui est le même phénomène que la santé, que la vie, que l'envie. Je m'explique. La vie ne peut s'accompagner d'une mort, elle est obligatoire. L'envie ne peut s'accompagner de ne plus avoir envie, c'est obligatoire. La faim est forcément suivie de je suis rassasié, je suis repu, c'est obligatoire. Donc une crise, comme le beau temps, est forcément suivie d'une pluie, la pluie est forcément suivie du beau temps, c'est obligé, c'est ce qu'on appelle la vie, tout simplement, c'est obligatoire. Par contre, la manière dont les gens vont avoir de survivre et non de subir une crise fera que le beau temps arrivera plus vite ou pas. Je m'explique. Imaginons que il y ait un problème et qu'un problème arrive. Si tu sais que ce problème va arriver et que tu es capable de l'anticiper parfaitement, tu arriveras mieux à le vivre parce que tu sauras quelle étape il faut faire pour passer à la suite. Alors que si ce problème, tu le prends en pleine tête et que tu n'arrives pas à le vivre, tu vas te mettre à le subir et là, tu vas sentir le temps très, 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 très long. Un peu comme, alors moi je vais prendre un exemple mais qui est vraiment propre à moi, un peu comme quand tu es à l'école et que tu regardes l'horloge passer comme ça 1 minute, 2 minutes, c'est infinissable, tu vois, c'est interminable, ça ne s'arrête jamais. Et ben, en fait, c'est exactement la même chose. Pour mieux vivre une crise, il faut vraiment savoir que ça arrivera et se dire je vais passer au-dessus. C'est pour ça qu'autour de moi, tu ne trouveras jamais quelqu'un qui te dira ah oui, aujourd'hui ça va pas parce que j'ai pas de chance, parce qu'autour de moi je ne veux pas de gens comme ça. Dès que je vois des gens comme ça, je leur dis non, c'est bon, c'est bon. Allez, jamais. Non mais tu vois, je te pose cette question parce que tu as vécu quelque chose de dur. En ce moment, le monde vit quelque chose de très compliqué. Et je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont justement dans ce schéma de pensée de tout va mal et ça va empirer. Et voilà. Et je me dis que c'est peut-être intéressant justement d'avoir ta vision des choses et de se dire justement, toi qui gères des crises, non, c'est un passage. Maintenant, tout dépend de la façon dont tu vas gérer cette crise. Et je pense que ça peut aider justement des gens qui, là, en ce moment, sont dans le down et se disent on va jamais s'en sortir. Parce que finalement, peu importe la crise, peu importe le problème qui survient, soit tu le subis, comme tu l'as dit, ou soit tu décides de te battre et d'aller au-delà. C'est pas évident. On ne dit pas que c'est facile, mais tout dépend comment tu vas appréhender la chose. C'est clair. Mais c'est toujours une question de trouver une solution d'opportunité. J'ai la chance, c'est vraiment une chance, d'avoir cette culture antillaise qui, la culture, comme je l'ai dit, la culture antillaise est une culture qui s'est créée dans la crise, qui s'est créée dans le mal, et donc qui a l'obligation d'aller bien, parce qu'il faut vivre. Il est clair que si dans ta vie tu n'as connu que des choses parfaites et qu'aujourd'hui il y a cette crise, tu le vivras mal parce que tu n'as connu que des choses parfaites, donc c'est absolument normal. Par contre, si vous voulez passer au-dessus de cette crise parce que vous vivez dans un tout petit appartement, que vous avez très peu d'amis, que vous voyez peu, parce que vous aviez l'habitude d'aller boire un verre dans un bar ou sur un rooftop ou dans une terrasse avec vos amis, vous aviez l'habitude de votre petite routine du vendredi où on va tous se retrouver entre amis et que maintenant celle-ci n'existe plus, mais c'est extraordinaire. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez pouvoir lire des livres. Vous allez pouvoir enfin faire les choses que vous vouliez faire.
peut-être même vous séparer de certaines personnes que vous n'auriez peut-être pas pu, vous n'auriez peut-être pas pu vous en séparer pendant une période un peu normale, mais peut-être que c'est le moment de le faire, peut-être que c'est le moment de se rapprocher de nouvelles personnes. Il y a un an, lorsque le confinement est arrivé, enfin ça fait même plus maintenant que le confinement est arrivé, mais bon, peu importe, lorsque le confinement est arrivé, moi je me rappelle, bon j'ai eu de la chance à ce moment-là, j'étais en Guadeloupe, et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai toutes les entreprises avec qui je bosse qui vont m'appeler, mais qu'est-ce que je vais faire? En fait, il y a tous mes amis qui me disaient, ah, Tony, est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Parce que mes amis adorent prendre des conseils chez moi, que ce soit pour leur investissement, pour leur entrepreneuriat ou pour leur état d'esprit, on va dire. Je me suis dit, bah, tiens, sur mon Instagram, qui est un Instagram où je mettais juste des photos de mes chiens, de mes chevaux, de mes repas, quoi, ou des trucs basiques, quoi, ma vie, ce que je faisais, je me suis dit, bah, je vais mettre des conseils et je vais aider les gens. Parce que je pense que les gens ont besoin d'être aidés. Et maintenant, ça fait 1 an que je fais ça. Et franchement, je pense que j'ai aidé beaucoup de personnes, en plus de mes amis. Je pense. Voilà. Moi, je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça que tu m'as connu. Exactement. Je t'ai connu grâce à Instagram. Et tu vois, cette notion d'aide revient. Et toujours. tu as aussi créé un groupe privé. Est-ce que Ouais. c'est justement pour aller un petit peu plus loin dans cette notion d'entraide? Tu peux nous en parler absolument. un petit peu plus? Ouais, bien sûr. Alors, ce groupe privé, c'est un peu Walt Disney où tout le monde a envie de rentrer, pour t'expliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai créé un royaume dans lequel seule l'entraide, l'envie d'aider, l'envie d'apprendre, l'envie d'avoir une meilleure vie, l'envie de se dire, bon, en fait, c'est pas une fatalité, je peux avoir mieux. Et en fait, c'est un groupe où il n'y a que des gens comme ça. Donc, je vais passer une petite sélection pour entrer dans le groupe, Okay. parce que je veux que tout le monde ait le même état d'esprit. C'est une famille, en fait, que tu intègres. Là, par exemple, dans le groupe, alors c'est un groupe où à l'origine, toujours d'ailleurs plus qu'à l'origine, hein, je fais des lives privés où je vais apprendre aux gens, par exemple hier on faisait un live sur la crypto, comme investir dans la crypto. Il n'y a pas si longtemps, on faisait un live avec un courtier pour savoir si tu dois faire un dossier bancaire. Lui, il nous expliquait comment faire en sorte que votre dossier soit le mieux possible pour que votre crédit passe. On a fait un live avec une juriste qui nous expliquait lorsque vous avez un problème, voici comment vous pouvez vous en prévaloir. Là, on va faire un live avec un huissier bientôt. On a fait un live avec un mec qui fait de la bourse, qui nous a appris à investir dans la bourse. Donc en fait, si tu veux, c'est un groupe où je partage tout mon réseau. Okay. J'ai écrit un livre qui s'appelle Comment se faire un réseau à partir de zéro. Et en fait, je partage dans ce groupe tout mon réseau. Et je dis, voilà, il est à votre disposition. Au bout du téléphone, vous avez un mentor ou quelqu'un qui peut vous aider, c'est moi. Posez-moi toutes les questions de ce que vous faites et je vous y répondrai parce que vous êtes du groupe privé. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me posent, en fait, si tu veux, des questions et tout ça. Et si tu veux, il y a des gens, comment est venue l'idée? C'est parce que j'aidais des gens qui me posaient des questions sur Instagram. Comment je peux faire ci, Tony? Tony, je touche que 1 500 €, 1 200 €, j'ai un enfant, je suis une femme seule. Comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir un peu? Je suis jeune étudiant, je m'en sors à peine, mais j'aimerais commencer à investir ou avoir une éducation financière. Comment est-ce que je peux faire? Et si tu veux, il y avait des personnes que j'aidais. Ouais. Et des fois, je prenais des nouvelles. Hey, salut, comment ça va? T'en es où? Je suis toujours au même point, j'ai pas avancé. Mais pourquoi t'as pas avancé? Qu'est-ce que t'as fait en attendant? Ou qu'est-ce que t'as pas fait? J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Puis après, tu sais, il y a eu ci, puis il y a eu ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne sont absolument pas motivés à bouger. Et en fait, ils ont envie, mais leur train-train les rassure. Et il y a d'autres gens, je vais te donner l'exemple de Jeffrey. On a fait un live privé hier soir. Et Jeffrey est venu témoigner lors du live privé. C'est un gars qui vit avec sa femme, ses 2 filles. Il avait un petit compte avec un peu d'argent dessus. Il savait pas trop quoi faire. Et monotone, vie normale, mais cool, tout va bien, il était content de la vie qu'il avait. Mais il voulait avoir mieux pour ses filles. Il voulait emmener ses filles en vacances et voyager avec elles et avec sa femme et profiter de la vie. Mais il dit, avec ce qu'il fait, c'est pas possible. Donc, il est venu dans le groupe privé pour pouvoir investir, apprendre à investir. Donc, il a appris sur le groupe privé et il a mis en action. Et hier soir, il venait sur le groupe privé pour témoigner parce qu'on faisait un live sur la crypto en disant, voilà, moi, mais il ne témoigne que pour le groupe privé. Il va pas témoigner pour moi publiquement sur Instagram pour faire de la pub parce que je veux pas de cette pub. Je veux pas de cette pub de charlatan. Regardez, grâce à lui, je veux pas ça. On est entre nous, on est en famille. Entre nous, en famille, on peut se dire qu'on s'aime, on peut se dire toi, t'as super bien fait. On va pas en faire une publicité. Et il est venu expliquer, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai mis ci en action. Dans ce live-là, ça, c'était dit. Et maintenant, j'ai fait en une semaine. Tu vois, on est décomplexé, on parle de manière décomplexée. Hier, de manière décomplexée, il disait dans le live, maintenant, je fais 2 000 € par semaine grâce aux investissements que j'ai faits, en plus de tout ce que j'ai fait. Tu mets ça sur les réseaux sociaux, les mecs, ils vont dire que t'es un charlatan. Ou bien, ils vont dire, oui, c'est faisable, mais patati patata.
Moi, je veux pas de cette pub, mais je veux qu'il motive des gens qui font partie de notre famille. Ok. Et donc, du coup, voilà, c'est une famille où on s'aide et on s'entraide. Et il y a un autre groupe. Après, il y a plusieurs sous-groupes dans le groupe privé des intérêts. Par exemple, on a un sous-groupe ultramarin où il y a que des ultramarins. Et là, tu vois, il y a une nana qui a un problème avec son bail et qui demande des juristes. Moi, je lui envoie des contacts, mais il y a d'autres personnes du groupe privé, hop, qui lui envoient des contacts. On a un cardiologue qui est sur le groupe privé. Je sais que là, il y a quelqu'un qui a un petit souci avec ses parents. Je sais que pour aller à l'hôpital à Pointe-à-Pitre, comme il est cardiologue là-bas, ça va Ouais. aller plus vite, Ouais. tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est de faciliter le réseau, mais en se disant que on reste en famille. Tu vois, c'est ce que je te disais, j'ai créé un monde et je fais rentrer les gens, mais on ferme ce monde-là. Il n'est pas ouvert à tous. Justement, pour rebondir sur un truc que tu as dit, c'est charlatan. T'en parles Ouais. souvent sur les réseaux Ah sociaux. ouais, mais j'adore. Qu'est-ce que tu as contre les coachs? Fallait que je te J'ai pose rien la contre les question. coachs. J'ai rien contre les coachs. En fait, j'ai rien contre les coachs. J'ai un problème avec les coachs mythos. Ok. C'est ça la vraie différence. Pourquoi? Parce que moi, je considère qu'avant d'avoir la vie que j'ai sur les réseaux sociaux, j'ai eu une vraie vie où j'ai aidé des vrais gens dans la vraie vie. J'ai travaillé avec un ancien Premier ministre, Alain Juppé, Ouais. à cette époque-là, c'était de la politique. J'étais sur la résolution de problèmes pour les gens. Je travaillais notamment à la mairie de Bordeaux. Ce sont les citoyens, ils viennent te voir, ils ont un problème, tu dois les aider, peu importe la solution. Donc en fait, si tu veux, j'ai eu une vraie vie que j'ai toujours, où j'ai vraiment aidé les gens. Avec une vraie formation, si ce n'est vraie formation, je n'ai pas fait d'études, donc j'ai pas de formation, mais avec un vrai apprentissage, une vraie expérience, tu vois. Et moi, je trouve, et je le vois très souvent, parce qu'il y a des gens dans le groupe privé qui viennent et qui me disent, ben voilà, Tony, j'ai suivi la formation de Jean-Charles, qui coûtait à l'origine 8 000 €, mais heureusement, il me l'a fait payer 1 200 €. T'imagines la réduction que j'ai eue? Et ça m'a servi à rien. J'ai dit, mais c'est normal. T'as acheté un truc que tu peux regarder sur YouTube gratuitement. Et en plus de ça, lorsque tu écrivais à Jean-Charles sur Instagram ou sur Facebook, qui te répondait? Ah oui, c'est vrai, c'était son équipe et ils n'avaient jamais la réponse. Ben voilà. Ouais. Je déteste ces gens-là parce que ces gens-là font passer des gens comme moi, des gens comme les formateurs que je mets en avant, des gens qui ont une réelle expérience pour aussi des charlatans. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, et là, c'est un prochain live que je vais faire, sur la responsabilité des coachs. Ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils ont une vraie responsabilité dans la vie des gens, et que lorsque vous passez par un coach, juste parce que vous dites, il est sympa, il a une bonne tête, je peux lui faire confiance, j'aime bien ce qu'il dit, mais ce gars-là, il a votre vie entre les mains, vous allez suivre ses conseils. Pourquoi? Parce que vous allez lui faire confiance. Et si jamais les conseils qu'il vous donne ne sont pas à jour, ne sont pas réels, ne sont pas adaptés à vous, et qu'il n'est pas là quand vous avez besoin de lui, pour moi, c'est un coach mytho et c'est quelqu'un qui est là juste pour prendre votre argent et se barrer. Il vous fait croire que la formation est à 8 000 € à l'origine et qu'elle coûte 1 200. Rien que là, déjà, ça doit vous alerter. Ah là oui. Rien que là, ça doit vous alerter. Voilà. Mais bon, il utilise après des trucs très marketing qui font que. Et donc, c'est pour ça que j'ai une haine viscérale pour les gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont une responsabilité envers d'autres gens. Je ne peux pas y croire. Si on veut rentrer dans ton groupe, on fait comment? Alors, c'est toujours très simple. Faut venir m'écrire. Moi, je réponds à tout le monde. J'essaie d'être toujours le plus disponible. Donc, il suffit de m'écrire et je vais vous expliquer ce qu'est le groupe. Je vais vous envoyer une petite description du groupe. Si cette description vous va et que ça vous va et que vous êtes vraiment là pour apprendre de nouvelles choses, parce que l'origine du groupe privé, c'est de l'apprentissage. Il y a plein de lives privés qu'on a déjà fait. Le premier truc que je dis aux gens lorsqu'ils arrivent, c'est allez regarder tous les lives privés qu'on a déjà fait. Lisez tout le groupe Telegram. Rien que là déjà, ça va vous faire une éducation financière. Vous allez vous rendre compte du monde différemment. Vous allez vous rendre compte que les banques ont une manière de penser, que le système économique a une manière de penser, que lorsqu'on vous donne les infos, ne pas subir les infos, toujours les prendre à votre avantage. Et en fait, si tu veux, j'enlève tout ce qu'on vous a fait croire et je vous montre réellement qu'est le monde et maintenant ce que vous pouvez en faire, avec chacun vos moyens. Et donc, je vous donne cette description-là et si elle vous va, à partir de là, je vous envoie 2-3 petites questions. Et il faut répondre à ces petites questions. Et si dans ces petites questions, j'ai les mots-clés qui me vont bien, je vous invite et je vous dis, c'est bon, vous pouvez venir dans le groupe privé. Vous pouvez prendre votre abonnement et venir sur le groupe privé. Par contre, si généralement dans vos questions, dans vos réponses, je vois que ce n'est pas adapté
à ce que je recherche, alors je ne vous dis pas non, mais enfin si, vous ne rentrerez pas, ça c'est sûr, mais par contre je vais vous renvoyer vers d'autres personnes. Je vais dire, va plutôt voir cette personne, c'est peut-être plus adapté à toi, ça c'est mieux. Voilà. Bon, et c'est ce que je vous fais. savez, s'il vous envoie vers quelqu'un d'autre, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est mort, voilà. Mais c'est pas méchant. Je vais te donner un exemple. Il y a les premiers trucs que j'ai expliqués dans mon groupe, c'est que chez moi, je vais vous apprendre une chose très importante, c'est à pêcher le poisson. Vous allez peut-être mettre du temps, ça va peut-être pas être facile, mais vous allez savoir pêcher le poisson. Je ne vais jamais vous le donner. À aucun moment je vous le donnerai. Par contre, à la fin, mon but, c'est de rendre les gens autonomes. Aujourd'hui, Jeffrey, il fait ce que je lui apprends et il apprend ça à sa petite fille. Génial. Il apprend ça à sa femme, il va apprendre ça à ses frères et sœurs. Maintenant qu'il a compris et qu'il sait faire, il peut l'apprendre aux autres. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est ce qu'on appelle une économie de la connaissance. Je veux soutenir l'économie de la connaissance. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'économie de la connaissance, c'est très simple. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que j'ai ma montre et que je vous donne ma montre, ou que j'ai mon téléphone et que je vous donne mon téléphone. À partir de ce moment-là, je me dépossède de mon téléphone, je n'ai plus mon téléphone. D'accord ? Par contre, si à toi, Tia, je t'apprends un savoir et je t'apprends comment comprendre la crypto-monnaie, par exemple, ou comment comprendre la bourse. À partir du moment où moi, je t'ai appris ça, ben moi, j'ai toujours la connaissance, et toi, tu l'as maintenant. Et en plus de ça, toi, tu peux la redonner à d'autres. Et ben, c'est ça l'économie de la connaissance. Et moi, je suis pour une économie de la connaissance, plutôt que de, Tia, tu sais quoi, tu vas me payer tous les mois, et tu vas me payer même tout le temps, et en échange, je te donnerai du poisson, tu vois. Mais en fait, le vrai kiff, c'est d'acheter une fois une canne à pêche et de savoir aller pêcher. Oui. Clairement. Comme ça, tu peux choisir ton poisson. En plus. Voilà. On a passé l'heure. Tu vois, je t'avais dit un petit peu moins d'1 heure. On est à 1h16. Ah, bien. Pas mal. Je vais te poser la dernière question qui, pour moi, est la plus importante. La plus importante et souvent, on me dit la plus difficile. Prépare-toi. Alors. J'y vais après. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, ou de ton expérience, ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il ? Si on devait retenir une chose de moi ? Ouais, de toi, de ton expérience, ou un truc que tu veux que les gens retiennent parce que pour toi, c'est important. Je dirais, il a vécu heureux avec les gens qu'il aimait. J'adore. Okay. Avec les gens qu'il aimait. Je note parce que ce sera ta fiche. C'est pour ça. Ok. Merci vraiment du fond du cœur pour ce moment. C'était merci à toi. Génial. Tu as une histoire qui est incroyable. Tu es une source d'inspiration pour toutes les personnes qui pensent que la vie c'est une fatalité, c'est une suite de choses que l'on doit subir. Tu nous montres que non, pas du tout. Pas du tout. Des fois, on peut être au sommet, on peut aussi redescendre très très bas. Très vite. Mais ça nous empêchera pas de remonter en fait, et que tout est une question de volonté. Et tu nous l'expliques très très bien. Donc, si on veut te retrouver, on te retrouve où ? Alors, pour me retrouver, c'est très facile. Sur Instagram, @TonyJazz, TonyJazz. Après, sur ma chaîne YouTube, @TonyJazz tout court, ou bien vous tapez Tony Jazz dans YouTube et vous tombez sur ma chaîne. Ce sont les deux réseaux que je privilégie. Après, vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Facebook, sur Twitch. Vous pouvez me retrouver partout. Ok, génial. Et pour venir me parler, c'est Insta. Ok, génial. Merci à toi, merci à vous qui écoutez ce podcast. On est de plus en plus nombreux chaque semaine, donc vraiment merci du fond du cœur. Je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et je vous dis à la semaine prochaine.